Le gouvernement engagé dans la lutte contre les pénuries d'eau dans les zones périurbaines de Ouagadougou. Le Premier ministre Paul Kabatiba sur les chantiers de réalisation des forages dans ces localités pour vérifier l'état d'avancement des travaux. Nous avons respecté notre part de contrat. Voilà la réponse des responsables du P10, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, à certaines associations de personnes impactées par la construction du barrage qui les ont accusées de manque de transparence dans le processus d'indemnisation. Et puis, le maire de la ville de Ouagadougou en visite à la direction de la police municipale. À Pierre-Armand Bewende, les policiers municipaux ont surtout traduit leurs préoccupations liées à leurs conditions de travail. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. D'abord, les suites de l'affrontement sanglant entre étudiants la semaine dernière à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Et cette sortie ce matin d'une coalition de délégués de promotion qui se désolidarise de l'ANEB, qu'elle désigne d'ailleurs comme seul responsable de la violence sur le campus universitaire. Lauriane Mireille-Douagneau. Il dénonce une campagne médiatique diffamatoire et dénigrante orchestrée par l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés, contre eux. Ils sont des délégués élus de promotion de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Ils accusent l'ANEB d'être manipulés, mais eux ne le sont pas. Ils disent agir sans aucune influence extérieure. Quand l'ANEB accuse le vice-président de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, d'être à la base des violences sur le campus, eux, ils s'opposent par un non catégorique. Sans capitaine, le bateau ne peut pas bouger. Et pour nous, depuis le 4, quand ils ont abattu donc 4 délégués, ils ont frappé 4 délégués. Et le vice-président était effectivement la personne à qui des droits, voilà, la personne la plus mieux placée qu'on devrait rencontrer ces jours-là, pour en tout cas pour être écouté. Et s'il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires et sécuritaires, cela devrait venir donc d'abord du vice-président chargé des enseignements et de l'innovation. Et donc c'était pour nous en tout cas la personne la mieux placée qu'on devrait rencontrer. Même si l'ANEB critique le vice-président en disant que non, il s'est impliqué dans les affaires, on trouve qu'il est un responsable de l'université et on doit le voir pour des soucis. La coalition des délégués de promotion de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, dénonce les violences sur le campus. Ils imputent la responsabilité à l'ANEB et appellent l'autorité à faire respecter les franchises universitaires. Nous, on n'est pas contre l'ANEB. Nous, on représente donc la masse estudiantine qu'il faut préciser. Et nous, ce que nous comptons faire, tant que la cause d'une grève ne serait pas ignoble, nous allons toujours dénoncer. Il faut dire que, bon, depuis l'événement, nous on passe par les textes avec l'administration et s'il y a lieu d'entamer des procédures judiciaires, tout ça là, nous on ne peut pas le faire seul. Et donc, comme on ne peut pas le faire seul, on collabore avec l'administration, voir ensemble la peine à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé doit être infligée donc à tous ceux qui ont posé cet acte. Selon la coalition, les blessés des violences se porteraient mieux. À noter que l'ANEB prévoit aller en grève les 21 et 22 décembre 2017. Pour la coalition, le choix reviendra aux étudiants de respecter ou non le mot d'ordre de grève. Pierre-Armand Bewende dans les locaux de la police municipale. Une présence qui s'inscrit dans le cadre de la traditionnelle visite aux institutions de la capitale à l'occasion des fêtes de fin d'année. Profitant de l'occasion, les policiers municipaux ont soumis au maire de la ville de Ouagadougou des préoccupations relatives à leurs conditions de travail. Mamounata Kabore. C'est une année 2017 marquée par quelques remous relatifs au recrutement au sein de la police municipale, mais qui s'achève sur fond de cohésion. Comme à l'accoutumée, le maire de la ville de Ouagadougou rend hommage aux policiers municipaux. Oh, ce mouvement d'hommage, je peux vous le dire que c'est derrière nous. Comme on le dit si bien, même entre les dents et la langue qui vivent ensemble, souvent il y a des petites morsures. Et nous prenons ça comme ceci et nous disons que le dialogue a été établi. Il y avait certaines incompréhensions qui, je pense, tout est rentré maintenant dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce que nous sommes chez nous.
dans l'enceinte de la direction générale de la police municipale, à qui nous sommes venus renouveler également toute la gratitude du conseil municipal, parce que grâce à leur action quotidienne, et malgré le peu de moyens qu'ils ont, il y a une quiétude dans notre ville. L'occasion est belle pour la direction de la police municipale pour soumettre quelques doléances à son patron, même si déjà quelques réponses arrivent. Quand vous êtes arrivé ce matin, j'étais en train de regarder, d'expliquer un peu la troupe, et j'ai vu que nous n'étions pas très bien habillés. Mais ce matin, avant de fouler dans le seuil de cette police municipale, vous m'avez passé une très bonne information, qui est qu'il y a une convention qui a été se mettre en place et qui sera signée bientôt entre la direction générale de l'intendance militaire et la mairie de Ouagadougou par rapport à l'acquisition de tenues d'uniforme pour la police municipale. Nous voudrons qu'à l'orée 2020, que nous puissions fêter les 25 ans de jubilé d'argent dans cette nouvelle direction générale. Avec une superficie de 600 km² à couvrir, la police municipale, qui ne dispose à peine que de 500 agents, bénéficiera désormais de 150 nouveaux agents par an, foi de Armand-Pierre Bewende. Cette visite entre dans le cadre de la traditionnelle visite de fin d'année du maire de la ville de Ouagadougou aux institutions installées sur le territoire communal. Vous vous souvenez au mois de mars et avril dernier de ces scènes de longues files d'attente devant des sites d'approvisionnement en eau dans la ville de Ouagadougou. Une situation de pénurie quasi quotidienne, notamment dans les zones périurbaines de la capitale. Eh bien, le gouvernement a engagé des travaux de réalisation de forages pour résorber le problème. Ce matin, le Premier ministre Paul Kabatiba s'est rendu sur place dans ces localités pour vérifier l'état d'avancement des chantiers. Alfred Etioye. Se procurer de l'eau potable demeure un casse-tête pour les populations des zones périurbaines de la capitale. Les femmes sont obligées de faire le pied de grue pour se procurer le liquide précieux. Le problème d'eau est récurrent ici. Ma belle-mère qui gère cette fontaine se réveille chaque jour à 2 heures du matin pour pouvoir servir les populations. Mais au bout de quelques heures, on n'a plus d'eau dans le robinet. Les coupures intempestives d'eau empiètent sur les activités des populations. Je suis un boucher. Le manque d'eau nous cause d'énormes soucis. Fort de cette réalité, l'État burkinabé à travers l'ONEA a décidé de la construction de forages dans les zones déficitaires en eau potable. Il s'agit de postes d'injection d'eau dans le réseau ONEA et de pompes à motricité humaine réalisées à Zéguédenguin, Gogo, Saba, Lumbila et Kosodo. Paul Kabatiba, le ministre en charge de l'eau, accompagné des agents de l'ONEA, a visité ces ouvrages. Pour les populations qui sont dans le réseau ONEA, nous avons décidé donc d'utiliser la technique de l'injection. Ça veut dire quoi? Nous tirons de l'eau de ces forages et nous injectons dans les réseaux donc, de l'ONEA pour augmenter donc, les débits, pour permettre donc, aux populations donc, de s'alimenter en eau. Il y a 50 puits, il y a 50 forages à injection que nous avons décidé donc, de réaliser dans la zone périurbaine de Ouagadougou. Et ils sont en cours donc, de réalisation. Dans les zones où il n'y a pas de réseau ONEA, vous savez, les zones spontanées, les quartiers qu'on appelle les quartiers non lotis, la politique du gouvernement, consiste là-bas à forer des puits à motricité urbaine, à motricité humaine, pardon. C'est l'exemple donc de ce puits à motricité humaine que nous avons vu à Saba. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ces ouvrages sont loin de pallier le problème d'eau dans ces localités. La ville de Lumba est alimentée excellence. Voilà. Même bon, les quantités ne sont pas suffisantes, mais bon, je pense que ça va venir. Mais je vous dis, venez à la mairie, venez vous laver les mains dans mon bureau. C'est un fil d'eau. Ça veut dire que et nous sommes obligés, nous sommes en train de faire un truc comme ça, un AEPS. On a fait un forage dans la mairie pour pouvoir injecter parce que l'eau ne suffit pas.
Non, ce que nous vous disons, touchez-nous parce que nous, on peut, ça passe et il y a des villages à côté. Si une politique peut alimenter ces villages-là en eau, bon, ça ne fait que de gagner. Le Premier ministre rassure, des projets structurés à même de résoudre le problème de manière efficace sont en perspective. En attendant, la réalisation de ces infrastructures devait permettre de résoudre les questions de l'heure. À présent, cette réaction du P10, les responsables du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni qui se défendent contre les accusations de manque de transparence dans le processus d'indemnisation des populations affectées par la construction du barrage de Samandeni. Accusation portée par une association des riverains du site en question, eh bien, le P10 répond qu'il a bel et bien respecté toute sa part du contrat. Isabelle Kinda, Mathurin Kabouré et Abdourazak Traoré. Le 8 décembre dernier, ils ont envahi les rues de Bobo-Dioulasso pour dénoncer la mauvaise gestion du processus d'indemnisation des populations affectées par la construction du barrage de Samandeni. Les manifestants ont même exigé le départ de la coordination du P10, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni, l'unité de gestion du projet. Les responsables du P10 ne se reconnaissent pas du tout dans ces accusations. Mieux, les choses se passent comme il le faut. Le volet plan de gestion environnementale et sociale. Depuis novembre 2016, la mise en œuvre du protocole d'accord conclu avec les populations affectées a commencé et à ce jour, pratiquement tous les points de l'accord, je dis bien tous les points de l'accord, connaissent une mise en œuvre soit totale ou partielle. Les détracteurs du P10 parlent de mémorandums qui ne répondraient pas à leur réalité et à leurs aspirations. C'est totalement anachronique car nous sommes dans l'exécution de l'accord. Nous sommes au stade de l'accord et non du mémorandum. Le P10 s'en prend même aux organisateurs de manifestants qui dénoncent sa gestion. Le P10 ne saurait se laisser distraire par des individus à la recherche de publicité. Nous sommes un service technique et seul cet aspect nous importe dans nos démarches. Les pratiques dénoncées par le mandé auraient reçu une attention soutenue de notre part si elles étaient étayées d'un minimum de preuves. Les responsables du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni regrettent également la participation aux manifestations de personnes non affectées par le projet. Ils sont exclusivement concernés par le programme et par ricochet, par les indemnisations, seules et uniquement les populations se trouvant dans les zones des plus hautes eaux et identifiées comme telles par les techniciens et le cabinet d'études. Les responsables du P10 restent tout de même ouverts au dialogue avec les organisations de la société civile qui sont à l'avant-garde de la lutte pour une meilleure prise en charge des affectés de la construction du barrage de Samandeni. Quelles politiques agricoles faut-il mettre en place pour améliorer la production agricole familiale? La question était au centre d'un atelier organisé par l'ONG Voix pour le changement, un atelier qui a réuni des députés et des organisations de la société civile. Madina Sinou. Un cadre d'échange entre les députés et les membres des organisations de la société civile. Ici à Koudougou, dans la région du centre-ouest, ils ont 24 heures pour réfléchir et trouver des politiques pour l'amélioration de la production agricole et des énergies renouvelables. L'initiative est de l'ONG Voix pour le changement. Et nous voulons que ces honorables soient le porte-voix des producteurs pour le changement dans leur environnement en vue d'améliorer les revenus et la création d'emplois en milieu rural. Et les politiques et tests qui sont pris à l'Assemblée, nous voulons qu'ils puissent s'investir pour que ces politiques soient plus inclusives et plus favorables aux petits producteurs. Et aussi que ces politiques-là, et que le gouvernement puisse allouer plus de ressources en faveur des petits producteurs. 80% de la population du Burkina Faso vivent des métiers ruraux selon le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso. Il espère donc qu'au sortir de cet atelier naîtront de vraies politiques qui prennent en compte le développement des exploitations familiales agricoles. La politique agricole doit prendre en compte toutes les externalités, de la production à la transformation, en passant par les marchés
jusqu'à la distribution. Mais on ne peut pas faire une stratégie en disant on donne des semences améliorées, tandis que de l'autre côté, vous n'avez pas un marché garanti. Même si la production est bonne et que vous n'avez pas de marché, ça veut dire que la politique n'est pas complète. Donc c'est pour cela que nous voulons qu'il y ait une vraie politique agricole qui prend en compte toutes les externalités qui minent le développement de notre agriculture. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience pastorale, énergie renouvelable, sur ces questions, les OSC ont des attentes d'ici à l'horizon 2020. On reste dans le secteur agricole. Le ministère des Ressources animales compte bien améliorer la productivité animale et la compétitivité des produits animaux. Pour cela, il a mis en place 2 dispositifs qui lui permettront de disposer, entre autres, des statistiques fiables en la matière. Alfred Ituye. Le suivi et évaluation de la Direction générale des productions animales et l'inventaire des techniques et technologies éprouvées, 2 dispositifs qui devraient permettre l'amélioration de la productivité animale et de la compétitivité des produits animaux du ministère des Ressources animales. D'abord parce que le suivi et évaluation permettra de mettre à la disposition du ministère des statistiques fiables. Ensuite parce que l'inventaire des techniques et technologies éprouvées permettra de disposer des expériences en matière de productivité animale. Le ministère des Ressources animales souffre en matière donc de données statistiques fiables. Et pour ouvrir une parenthèse, actuellement même, on est en train de lancer donc l'enquête nationale sur le cheptel afin donc d'actualiser un certain nombre de données que nous avons à notre niveau et des paramètres zootechniques. Donc ce dispositif ne sera qu'un complément à cette enquête-là pour qu'il y ait un suivi au niveau des activités qui sont menées au niveau de notre programme pour qu'à tout moment on puisse dire à quel niveau nous sommes en matière donc de productivité et de compétitivité. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par la recherche et qui peuvent véritablement aider en fait donc les acteurs sur le terrain. Mais depuis un certain temps, on sent une rupture entre donc la recherche et puis donc le terrain. Nous nous sommes donnés en tant qu'agents donc de vulgarisation de faire un répertoire de toutes ces bonnes choses qui existent au niveau donc de la recherche et qui ont été éprouvées sur le terrain, d'en faire un répertoire pour renforcer les capacités en fait de nos agents qui sont sur le terrain. Ces 2 outils qui font l'objet d'un atelier ce 14 décembre présentent un intérêt pour le ministère. L'intérêt de ces 2 documents permettrait bien sûr, comme le directeur général l'a dit, de mettre à la disposition bien sûr du ministère des Ressources animales et surtout du programme 2 des outils nécessaires pour le suivi et évaluation des activités de ce programme. Également permettre bien sûr aux acteurs terrain et aux partenaires également de pouvoir avoir cette capacité de suivre et évaluer bien sûr les activités que ce programme se mène. Prennent part à cet atelier des agents issus du ministère en charge des ressources animales, des chercheurs et des organisations professionnelles entre autres. Agriculture toujours, et nous parlons du sous-secteur de l'élevage où des normes sur la production de jambon notamment ont été traduites en langue nationale pour permettre aux producteurs d'être plus compétitifs. Natacha Ouedraogo. Il y a une insuffisance de qualité dans la transformation de la viande au Burkina Faso. Une mauvaise qualité constatée aussi bien dans le milieu rural que urbain. Elle est due à la méconnaissance des bonnes pratiques de transformation de la viande et aussi de la non-disponibilité des guides des textes liés aux normes. Et pour permettre à ce sous-secteur d'être plus compétitif sur le marché national et sous-régional, le ministère en charge des ressources animales, avec l'appui du Royaume du Danemark, à travers le PCESA, a permis l'élaboration de la boîte à images sur le référentiel technique de certification du Kilchi et la traduction des normes de jambon cuit et de cornet bœuf en langue morée, dioula et fulfulde. Qui parle de compétitivité parle bien sûr de qualité. Et cette qualité n'a d'autre base que en fait des normes, donc un référentiel technique qui doit être suivi afin que lorsqu'on doute de votre produit, lors des analyses ou bien lorsqu'on vient suivre le processus de fabrication, qu'on se rende compte que les normes en la matière, en fait, les normes techniques en la matière sont suivies effectivement. C'est ça qui permet de dire après que le produit est de qualité. Donc c'est de bout en bout, hein, de l'animal jusqu'à dans la casserole et jusqu'à l'emballage. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut suivre afin donc de pouvoir dire qu'à la fin,
ce qu'on va mettre dans notre bouche là est de qualité. Je pense que les normes, c'est tellement important pour les consommateurs. J'ai vu même aujourd'hui dans le journal qu'il y a de l'huile de mauvaise qualité sur le marché. Si on veut combattre ça, si on veut avoir une consommation qui est bonne pour la santé, mais aussi bonne pour l'exportation, là, il faut des normes. Comment est-ce qu'on va savoir si le kilchi à couper là, c'est de bonne qualité, si ce n'est pas normé, n'est-ce pas? Donc là, c'est toute une chaîne. Et il faut que les producteurs savent comment le faire. Il faut qu'il y ait des marques pour que les consommateurs de charbon, par exemple, puissent voir que ça, c'est quand même un charbon qui est de bonne qualité. À l'occasion, les normes traduites dans les 3 langues nationales ont été remises aux acteurs du secteur qui vont servir de relais. Mais le défi, c'est la qualité. Hein. Dans les défis, il faut, par exemple, comme on dit, il faut respecter ce qui est prévu pour un produit. Quand on vous dit, par exemple, un produit, c'est-à-dire que toutes ces qualités-là fait la référence, par exemple, des acteurs. C'est-à-dire que si on est acteur et on vous demande, par exemple, un produit, répondez, par exemple, aux besoins de la population et aux indications, par exemple, placées pour ce produit-là. Pour une mise en œuvre effective de ces normes, plusieurs actions vont être entreprises, dont la sensibilisation, des formations et des séminaires et ateliers à l'endroit des acteurs du secteur. Tout autre chose à présent, les footballeurs burkinabés vont donner leur sang. Ce 14 décembre, la Fédération burkinabé de football a signé un partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Objectif, soutenir le CNTS dans sa mission de collecte de poches de sang. Laurel Miradiano-Douanio. 2000 poches de sang, c'est la contribution des partenaires dits conventionnés du Centre national de transfusion sanguine en cette année 2017. Des partenaires conscients des attentes du CNTS et qui ont décidé de jouer leur partition dans l'approvisionnement des formations sanitaires en produits sanguins. Au cours d'une rencontre tenue ce 14 décembre, le CNTS enregistre un nouveau partenaire. Un partenaire pas des moindres, la Fédération burkinabé de football. On attend beaucoup, comme le président de la fédération l'a dit, je pense qu'il s'est engagé, la fédération s'est engagée à accompagner le CNTS. Et il faut dire que le milieu sportif, c'est un milieu sain. Et je vais dire, déjà le donneur doit être en bonne santé apparente, sportive. Et donc, nous pensons que la fédération dispose de ressources ou de donneurs potentiels pouvant vraiment aider le CNTS à combler le gap des besoins en produits sanguins. Conscient que la problématique du sang est une affaire de tous, l'engagement de la Fédération burkinabé de football sonne comme un devoir selon son premier responsable. Nos banques de sang manquent désespérément cruellement de donneurs pour pouvoir satisfaire la demande. Et c'est pour répondre donc à l'appel du Centre national de transfusion sanguine que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour prendre l'engagement, en tout cas de les aider dans cette campagne de sensibilisation. Je pense par exemple à une séance de don de sang de l'équipe nationale en regroupement ici. Nous pensons que ça pourrait contribuer à marquer les esprits et à encourager davantage nos populations à venir donner le sang. Cette rencontre a été marquée par une visite guidée du Centre national de transfusion sanguine situé à Tengango et par une signature de convention. Et nous terminons ce journal avec du tourisme. Désormais, tous les sites touristiques du Burkina Faso sont disponibles sur une carte. Une cartographie élaborée après environ 3 mois de travail d'experts. Elle a été soumise hier aux professionnels du secteur pour validation. Mamounata Kabori. La situation géographique des sites touristiques au Burkina Faso ne devrait plus avoir de secret pour les touristes. Le ministère en charge du tourisme innove après l'inventaire des sites touristiques de 2012 à 2016 qui fait état de 1080 sites. Il est en train de se doter d'une cartographie des sites touristiques du Burkina Faso. Le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, ça répond à l'adage qui dit qu'une carte vaut mieux que 1000 mots. Et quand vous voulez savoir où vous allez, quand vous avez une carte, ça vous met à l'abri de beaucoup de désagréments. Donc le travail qui est en train d'être fait s'inscrit en droite ligne de la promotion de notre destination, puisque ça va nous permettre de disposer d'éléments fiables
pour pouvoir orienter les différentes politiques de développement du secteur touristique. Donc aujourd'hui, vous savez aussi que le secteur touristique est en but à de nombreux problèmes qui sont liés aussi à l'accessibilité des sites, à leur situation géographique, leur identification et tout ça. Le ministère a mené un travail assez important d'inventaire et on va travailler aussi à valoriser les sites afin que la destination Burkina puisse être la plus attractive possible. De la carte nationale aux 13 cartes des sites touristiques à l'échelle régionale, en passant par les cartes des 4 zones touristiques du Burkina Faso, ce sont au total 21 cartes en format papier et numérique des sites touristiques qui ont été élaborées par des experts du domaine pour fournir davantage d'informations sur les sites touristiques et permettre un accès facile aux données sur ces sites. Ici, il s'agit d'aider le ministère à pouvoir rendre moderne la gestion des données touristiques. Il s'agit d'abord de faire un archivage et de faire la possibilité de produire une information rapide à travers les cartes. La cartographie nationale pourrait suffire parce qu'elle renferme toute l'information sur le tourisme du Burkina Faso. Mais parfois, pour une question de proximité, nous avons essayé de demander à produire des modules pour chaque zone touristique. Ça permet de faciliter d'abord la navigation. Ça permet aussi aux structures concernées qui sont dans les zones-là d'avoir des données qui concernent juste les zones. Et dans ces modules, disons les tentatives d'échelle d'information, permettent d'avoir des informations thématiques. Si je veux par exemple avoir tout ce qui est site lithique, c'est-à-dire lié à la pierre, je peux les avoir seulement. L'ensemble de tous ces travaux concourt à la valorisation des sites touristiques du Burkina Faso. Et après cet atelier de validation, le personnel sera outillé à l'utilisation, l'exploitation et à la mise à jour du module cartographique afin de relayer l'information auprès des touristes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Tout à l'heure, à 20h15, ça sera le Kibaye Wakato avec Amélie Komboyogo. Et puis à 21h, c'est le Sport Time avec le grand John William Somda. Demain 13h, vous aurez rendez-vous avec Abdoulaza Traoré pour l'édition de la mi-journée. Et puis à 19h30, ici même, ce sera Monsieur Obengebre pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.